Mon introduction, c'est que je pensais un peu arriver à la bourre concernant le sujet IA et ChatGPT et que ça allait pas forcément intéresser tant que ça. C'est vrai qu'on en a entendu parler partout en ce début d'année. Même les médias, les grands médias sont emparés du sujet, alors qu'on sait que c'est pas forcément ceux qui sont les plus, les plus rapides à s'emparer des sujets tech. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard? Et pourtant, on a battu un record sur ce webinaire avec plus de 500 inscrits. Euh, on a battu un record qui datait d'il y a un an, parce que c'était l'année dernière. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop le bazar dans le chat, et je vous remercie d'avoir répondu présent et d'être là à ce rendez-vous aujourd'hui. J'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. En tout cas, moi, j'ai entendu parler de tout ce qui va être dit et ça va vraiment être du lourd. Je vous conseille d'ouvrir grand vos oreilles. Pour parler de ce sujet, j'ai invité deux intervenants qui m'ont fait le plaisir d'accepter mon invitation. Deux intervenants qui ont déjà participé à un événement, donc je connais déjà un petit peu. La première, c'est Oran Macias, créatrice de Tropical Digital. C'est sa structure de création de sites web pour les startups. Elle s'exprime beaucoup sur les sujets marketing, tech, entrepreneuriat. Et c'est le sujet d'ailleurs qu'elle apporte dans son podcast Oran te parle du web. Voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'Oran intervient, on bat un record d'inscription sur les webinars et qu'en plus, elle adore parler en public. Donc voilà, si on était dans une salle, je vous demanderais de faire un tonnerre d'applaudissements pour Oran, histoire de bien la stresser. Mais voilà, non, Oran, on devrait t'inviter plus souvent du coup. C'est aussi parce que c'est les bons sujets, hein. On va pas se mentir qu'on a fait le premier en septembre sur le no-code. Là, sur les IA, je pense qu'on est dans le bon filon aussi, hein. En tout cas, il faut pas se retenir de prendre la parole sur les sujets qui nous font plaisir. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Oran porte bonheur dans le chat, c'est exactement ça. Et du coup, Oran va nous parler de l'utilisation de ChatGPT pour créer du contenu et s'organiser. Je pense qu'elle le dira mieux que moi, mais c'est à peu près en résumé de quoi elle va nous parler. Deuxième intervenant, Maxime Poulsen, qui se qualifie lui-même comme un gros et automation nerd. Donc c'est l'hôte du podcast Gross Talks et lead Gross chez Contrast. Contrast, c'est l'outil qu'on utilise en ce moment même pour streamer le webinar. Donc vous pourrez aussi nous faire vos retours sur cet outil. C'est la deuxième fois qu'on l'utilise. Je pense que le mois dernier, on avait eu des super retours, donc on va continuer d'être sur cet outil. Et donc voilà, c'était aussi l'occasion d'inviter Maxime à intervenir, parce qu'il parle de plein de choses intéressantes sur LinkedIn et sur le web en général. Donc je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. C'est la deuxième fois qu'il intervient en webinar. Et cette fois, il va nous parler de ses trouvailles sur l'utilisation de ChatGPT pour générer du code, voire même une app. Alors, je sais qu'il a des surprises. Alors, je n'en sais pas plus, donc on verra ce qu'il va nous dire. Mais en tout cas, merci Maxime d'avoir accepté une deuxième fois mon invitation. Et voilà, j'espère que j'ai bien tout dit et que je n'ai pas dit trop de bêtises. Ouais, non, super. Ravi d'être là, ravi de pouvoir partager un peu les petites trouvailles. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais aller un peu vite, mais ça va être marrant. Dans tous les cas, il y aura un replay à la fin du webinaire pour ceux qui le veulent et qui veulent regarder un peu ça au calme. Mais oui, on va terminer d'ailleurs cette intro rapidement, parce que je parle déjà beaucoup trop. Du coup, voilà, juste un dernier mot pour dire que moi, je suis Clément Leroux, je suis votre hôte ce midi. Je suis freelance comme beaucoup d'entre vous, et surtout, je vous parle aujourd'hui comme responsable de la communauté de Crème de la Crème. Crème de la Crème qui est la première communauté sélective de freelance en France et qui connecte les grandes entreprises avec des freelances certifiés. Comme d'habitude, vous l'avez déjà bien emparé, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez surtout pas, en espérant qu'on pourra répondre à tout dans le temps imparti, parce qu'il y a beaucoup de monde de connecté. Et sur ce, je ne vais pas plus discuter et je vais commencer la première partie avec Oran Macias qui va nous parler de quel beau jingle, la création de contenu et améliorer l'organisation. Yes. Oran, est-ce que tu peux nous partager ton écran? On va le faire monter sur scène, ton écran. Carrément présenter, voilà, mon magnifique canevas. C'est bon, tout le monde va bien? On est bon.
Alors, je me présente très rapidement. Donc, Oran, ex-développeuse en start-up, chef de projet pour les grands groupes. Et donc, j'ai fondé l'agence Tropical Digital. On est 5 aujourd'hui. Et en fait, on s'est spécialisé en ateliers un peu dynamiques et sympas, présentiels ou distanciels, sur de la co-création de sites. Et pour qualifier aussi, parce que très souvent, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut. Donc voilà, du coup, on fait tout ça. Et je pense que si jamais vous avez un besoin par rapport à de la qualification de projet, ce serait trop cool de pouvoir bosser ensemble. Donc c'est parti. Alors moi, j'ai commencé par vous faire un petit jeu. Donc on a 3 textes. On va pas tout lire, je vais lire que les grands titres. Et en fait, là, l'idée, c'est que vous arrivez à me dire quel est le texte à votre avis, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est fait avec ChatGPT. Donc le premier, le texte A, c'est définissez vos objectifs. Ah oui, effectivement, j'ai oublié. La question que j'avais posée, c'était comment réussir en tant que freelance. Donc, question A, définissez vos objectifs et vos priorités, soyez organisé et discipliné, développez votre réseau et votre visibilité. Ça, c'était le bloc A. Le bloc B, développez une niche, restez concentré, construisez votre réseau, gérez efficacement votre temps. Et le bloc C, soyez organisé, planifiez votre travail en avance, établissez des relations solides avec vos clients et soyez flexible et adaptable. Donc là, je suis hyper curieuse de savoir lequel est-ce que pour vous, quelle est la bonne lettre? Donc je vous laisse écrire, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est le A, B ou C? Je suis hyper curieuse de voir. Je vois qu'il y a une majorité de... Il n'y a pas beaucoup de B en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de A et de C, les 3. Ok, alors je vais vous répondre. Vous allez rire, je vous embête un petit peu. En fait, effectivement, c'est le B qui a été fait avec ChatGPT. Donc déjà, ça m'amuse de voir que je suis pas sûre que tout le monde a eu bon là-dessus. Et en fait, je vous ai un peu trollé parce que les 3 sont faits avec des IA en fait. Et j'avais envie de vous comparer. J'étais sûr. Je l'ai écrit dans le chat. Je l'ai écrit dans le chat avant que tu le dises. J'ai écrit tous, tout en majuscule. Je me suis dit, Oran, là, elle est en train de nous avoir là. Bah oui, mais en fait, c'est que je me suis dit, plutôt que vous écrire des trucs moi à la main, je voulais vous montrer qu'en fait, il n'y a pas que ChatGPT aujourd'hui dans les IA. Et d'ailleurs, on a bien appelé la conf IA. Il n'y a pas que ça. Et du coup, là, je vais vous montrer que les 3 existent. Alors, il y a ma tête qui cache, mais en fait, le C, c'est... Oui, voilà. Le C, c'est Bing. Parce que du coup, j'ai pu tester l'IA de Bing qui veut manifestement détruire le monde. Mais ils vont la réajuster. Et donc, la première, c'est le fameux notion AI, qui est intéressant aussi et qui sont différents. Donc, je vais vous présenter un petit peu les différences entre les 3. Donc, ChatGPT, on va faire un focus dessus. Vous avez compris le principe. On va en reparler un petit peu après, mais du coup, c'est vraiment fait pour discuter. C'est une IA conversationnelle. Et Bing, c'est la même chose en fait. Bing, ils ont vraiment voulu du coup faire un peu leur propre ChatGPT. Et Notion AI, c'est différent. C'est plus pour retravailler des textes qui sont directement dans une page Notion. Donc, on n'est pas sur un truc quelqu'un avec qui on peut discuter en fait. Voilà, donc pour le coup, ils ont un petit peu différencié. Et après, peut-être que vous connaissez des startups comme Jasper, Copystormer, tout ça. En général, en fait, ils utilisent du coup l'outil qui est fait avec ChatGPT, qui est GPT-3, alors que Notion et Bing, ils ont vraiment leur propre modèle. Donc en fait, c'est des manières différentes de vous donner des réponses. Donc n'hésitez pas à le tester pour voir un petit peu la manière dont ça peut... genre, je suis pas. Et voilà, Adrien dit les 3 sont basés sur le modèle GPT. J'en suis pas sûre. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet et j'ai pas réussi à avoir l'info pour moi. Moi, je suis assez convaincue que c'est pas le cas parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Ils peuvent pas avoir la même technologie alors qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes enjeux. Notion, c'est pour modifier un contenu déjà, sur une page. C'est pas fait pour discuter. Enfin, moi, je pense pas, sachant que ChatGPT, c'est une fondation. Avec franchement, j'en suis pas certaine. Bah écoutez, si vous êtes deux à le dire, peut-être. Mais franchement, donnez-moi vos sources parce que j'ai vraiment tout retourné et j'ai pas réussi à avoir l'information. Je serais étonnée parce que du coup, c'est-à-dire qu'ils ils seraient concurrents, quoi. Bref, bon, peut-être que marketingment parlant, ça se tient. Alors, sur ChatGPT, donc je vais vous donner quelques infos quand même pour qu'on contextualise bien ce que c'est. Donc, en fait, on dit que c'est une IA, mais en réalité, ce n'est pas une IA. C'est un modèle de données. En fait, c'est un modèle de langage. Donc, c'est un ensemble
Oui, effectivement, on pourrait lui demander, tout à fait. C'est un ensemble en fait de textes qu'il a lu. Donc, il a lu des milliards et des milliards et des milliards de textes. Il a beaucoup plus lu. Merci beaucoup pour les liens. Il a beaucoup plus lu en fait des contenus en anglais qu'en français. Et plutôt que apprendre en fait à parler en français, en fait, il a appris à traduire en français. Voilà. Et donc du coup, il est quand même pertinent parce que il est capable de comprendre les nuances du français. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il sera capable de parler énormément de langues, en fait, parce qu'on lui apprend à traduire plutôt qu'on lui apprend à lire des textes dans une langue. On peut un petit peu comparer, du coup, la manière dont ChatGPT réfléchit. Je mets des guillemets à réfléchir. Merci pour les liens. Écoutez, c'est très clair. Je ne suis pas experte Bing, je suis plutôt experte ChatGPT. Voilà, ça fait une semaine que je m'en sers, effectivement. D'accord. Donc après, les commentaires, en fait, ils ont mis de l'argent dedans, mais ça me surprend, en fait. Ça veut dire qu'ils se sont un peu auto-concurrencés, puisque je sais que la fondation qui est derrière ChatGPT, qui est OpenAI, est financée aussi par Microsoft. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils ont 2 outils concurrents. Très bien, et bien, soit. Voilà, donc du coup, ChatGPT, il y a un peu cette notion qu'on pourrait comparer à des neurones avec, en fait, une notion de paramètres. Alors, c'est un peu compliqué, mais voilà, on va dire qu'il réfléchit, quoi, qu'il peut faire des liens, en fait, entre des éléments. Et donc, du coup, on dit qu'on est à 175 milliards de paramètres sur GPT-3, qui est donc le modèle de ChatGPT, et qu'un humain serait à peu près à 25 milliards. Donc, on a un truc ultra, quand même assez intelligent. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même intéressant de se dire qu'il va vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu construire depuis de longues années au niveau de la capacité à comprendre un texte, à en comprendre les nuances et savoir un petit peu l'intention de quelque chose. Voilà. Donc, pour continuer, évidemment, je ne pouvais pas vous parler de ChatGPT sans vous parler de prompt. Donc, petite définition rapide. Un prompt, c'est une demande, c'est une question qu'on va lui poser. Pourquoi on dit prompt Parce que c'est un terme qui vient à la base du développement web où quand on fait de la ligne de commande, en fait, quand on a du code et qu'on a juste directement du texte, voilà, on appelle ça un prompt. C'est un terme technique qui, du coup, est assez popularisé grâce aux IA, qu'on peut retrouver aussi avec les IA qui font des images. On fait un prompt. Et après, du coup, il y a la capacité à faire un bon prompt. Et donc, ça va s'appeler le fait de faire du prompt engineering, donc savoir bien faire une demande. Voilà, donc là, j'ai voulu prendre un petit exemple, petit clin d'œil à Clément, je t'ai pris en exemple. On verra la réponse de ce prompt plus tard dans la presse. Donc, j'ai coupé ça en 6 parties. Donc, en vert, on a le rôle. Et c'est que ChatGPT est très puissant quand on lui donne un rôle, quand on lui dit agis comme, voilà, tu es tel rôle, en fait. Donc là, j'ai pris pour expert marketing, copywriting. J'aurais pu prendre un truc sur le recrutement, par exemple. Enfin, c'est hyper intéressant et franchement, lâchez-vous là-dessus parce que vos réponses seront bien meilleures. Et si vous avez la foi, vous pouvez aussi vous amuser à comparer la même question sans rajouter ça. La réponse sera moins bonne. Elle sera beaucoup plus généraliste. Donc, on met d'abord le rôle. On va mettre ensuite qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc là, j'ai dit 10 titres de post LinkedIn. Donc, il a bien qu'est-ce que je lui demande précisément. Pour Clément, donc là, je mets le contexte parce qu'en fait, un peu plus haut, j'avais mis un texte à propos de Clément. Donc, du coup, il avait un contexte global et je lui demande une limite, donc sans dépasser 100 caractères. Après, des fois, on peut lui dire aussi entre 80 et 100. Comme ça, en fait, ça lui donne un petit peu un cadre et il ne se coupera pas au milieu d'un mot parce que si on lui demande 100 et qu'il a envie d'être vraiment à 100, des fois, il galère à trouver la lettre qui fera 100. Donc, on peut aussi lui mettre plutôt un range. Donc, je lui ai dit 100 caractères par titre pour bien qu'il comprenne de quoi je parle. Ensuite, je lui donne une structure. Donc là, j'ai dit en les classant avec le framework Tofu, Mofu, Bofu. Ceux qui vont sur LinkedIn connaissent ce truc-là. C'est par rapport en fait au funnel, donc c'est par rapport à qui vous parlez, à la cible. Le Tofu, c'est quand c'est très haut et qu'en fait on parle à beaucoup de gens. Le M, c'est pour le middle, c'est au milieu. Et le B, c'est quand on est vraiment très très niché et qu'on parle d'un sujet de manière ultra niché que pour ceux qui comprennent, entre guillemets. Mais du coup, ça permet d'avoir déjà un premier classement et pas juste 10 titres comme ça en vrac et de bien les avoir classés. Donc, du coup, là, ma réponse, elle me donnerait un truc déjà exploitable, qu'on verra tout à l'heure. Et du coup, j'ai rajouté en orange sur un ton amusant pour tout de suite donner une tonalité et pas juste parler de manière trop formelle. Parce que c'est vrai que ChatGPT, il a un peu un travers, c'est qu'il parle toujours de manière très, il est très consensuel, bien sûr, et il est très corporate. Donc, quand vous voulez parler corporate, c'est pratique, mais sinon, il faut vite le réajuster parce que sinon, il va vous mettre des cordialement un peu partout et c'est pas hyper fun, quoi. Donc, voilà. Pour continuer, du coup, effectivement, j'ai envie de vous dire que non, on ne fait pas que des posts LinkedIn avec ChatGPT, on fait beaucoup plus de choses que ça.
pense que c'est important de le dire. Et prompt généraliste, réponse généraliste. Si vous amusez à lui dire, mais voilà, c'est ça. Si vous amusez à lui dire, je sais pas moi, que penses-tu, voilà, que penses-tu de la guerre en Ukraine? Eh ben, il va vous répondre un truc. Déjà, je suis même pas sûre que ce soit au courant parce que 2021, donc c'est mort. En fait, il pourra pas vous répondre parce qu'effectivement, le ChatGPT est limité à des infos jusqu'à 2021, en tout cas pour l'instant. Donc, il sait pas ce qui s'est passé après. Mais bon, voilà, on aurait posé une question très généraliste du style qu'est-ce que tu penses de ça? Il aurait répondu. Alors que si on lui dit tu es un expert en philosophie et en géographie et en histoire de je sais pas quoi, peux-tu me répondre? Enfin, forcément, on aura une bonne réponse. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont dû tester une fois et qui se sont dit ah, c'est de la merde, ça fait un truc trop vague, trop généraliste. Ben oui, parce que la réponse, la question posée est trop généraliste. Donc voilà, du coup, je pense que c'est ça c'est mon conseil. Vraiment, c'est le conseil qu'il faut retenir, c'est aller pousser vos prompts vraiment. N'hésitez pas à faire des paragraphes de prompts. Il n'y a pas de problème. Ou en tout cas, réajuster quand il aura répondu. Vous aurez des bien meilleures réponses. Et donc, c'est là où il y a pour moi 2 possibilités d'usage avec ChatGPT. Soit on fait d'abord un prompt super long en disant, bah voilà, je veux tant de caractères, je veux telle tonalité, je veux tel résultat. Ou alors, on lui pose une question peut-être assez vague. Et après, on réajuste en fait. Après, on va lui répondre. Est-ce que tu peux me le faire en plus court, en plus long? Est-ce que tu peux être un peu moins formel? Et comme ça, en fait, on peut réajuster puisque l'avantage de ChatGPT, c'est quand même qu'on a cette espèce de notion de chat. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle ChatGPT quand même. Donc de discussion en fait où il va se souvenir de ce qu'on a dit ou de ce qu'il lui a dit un peu plus haut dans la même discussion. Comme ça, on avait plein de discussions et vraiment, il a cette notion de mémoire, ce qui est quand même hyper pratique pour rebondir sur des sujets comme ça. Donc, on va commencer avec des exemples. Donc, on peut améliorer. Donc là, j'ai pris un exemple. Donc, je lui ai dit, tu es expert en entrepreneuriat. Quels sont les 3 conseils principaux pour réussir en tant que freelance? Donc, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, il m'a fait un truc un peu long, un peu vaste. Ça, c'est ChatGPT. Hein. Vraiment, il parle. Donc là, j'aurais dû peut-être lui dire, fais-moi un truc un peu plus court. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me le raccourcir? Est-ce que tu peux me le mettre en forme, mettre des smileys et tutoyer? Donc là, j'ai fait 3 trucs à la fois, mais j'aurais très bien pu dire, est-ce que tu peux juste mettre de la mise en forme? Est-ce que tu peux mettre, tutoyer? J'ai un exemple, si vous voulez, pour le tutoiement. Vous avez écrit un mail, vous êtes à fond, le mail, il est un peu long et tout, il est bien fait. Et là, en fait, vous avez tutoyé, parce que c'est que pour une personne. Et là, quelqu'un vous dit, ah mais non, en fait, ce mail, tu pourras mettre machin aussi en copie. Du coup, paf, il faut vous voyez. Et là, vous dites, mais non, je vais quand même pas réécrire tout mon mail pour tout changer. Et là, vous copiez-collez ça dans le ChatGPT, et ben il vous répond du coup le mail avec le vouvoiement et tout est bien, tout est propre. Et je pense qu'il aura même corrigé les fautes au passage. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent être hyper utiles au quotidien. Il ne faut pas forcément voir ChatGPT que comme un outil d'idéation. Pour moi, il est très, très, très puissant dans en fait la capacité à améliorer ce que vous produisez comme contenu en fait. Donc, on peut améliorer, on peut corriger. Donc là, j'ai fait un magnifique exemple avec des fautes. Peux-tu corriger et m'expliquer mes fautes? Voilà, salut, je crois qu'on doit prendre la parole sur des sujets qui nous passionnent pour notre épanouissement. Et là, moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'il est très didactique, en fait. Donc, il m'a répondu. Voilà, donc il a pris mon texte là qui est corrigé en haut. Et en dessous, du coup, j'ai la version directement avec toutes les fautes. En fait, il me dit, voilà, salut, d'être corrigé en salut. Il explique même pourquoi. Et ça, je pense que ça peut être intéressant sur des gros documents. Par contre, pour information, quand vous copiez-collez des choses, on est limité à 3000 caractères pour l'instant. Donc, on peut copier-coller, c'est pas mal, 3000. Voilà, on est quand même limité. Après, on peut le faire en plusieurs fois. On peut dire, peux-tu corriger cette première partie et cette seconde partie, voilà, pour éviter que ce soit trop flou. Est-ce qu'il y aurait des... Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Très bien, très bien. Je continue. Donc, différencier. Ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire. Donc, encore petit clin d'œil à Clément. J'ai pris ton exemple. Donc, j'ai écrit des trucs faux. En fait, au début, je lui ai dit, peux-tu m'écrire une fausse biographie de Clément, freelance qui organise des événements? Donc, il m'a fait une fausse biographie. Et donc là, du coup, j'ai 2 exemples qui se ressemblent énormément. Et là, je pense à des moments où on bosse sur un doc et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des différences, mais on ne sait plus à quel endroit. Ça peut vraiment être l'enfer. Donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que j'ai fait des différences dans les deux. Et donc, je lui ai dit, peux-tu lister les différences entre les 2 textes? Et il me les a listées de manière très, très simple. Dans le texte B, il est mentionné que Clément a travaillé dans 8 ans, alors que dans le A, c'est 5 ans. Dans le texte B, il y a une expression informelle pour se féliciter de son accomplissement en disant la classe, ce qui n'est pas présent. Alors, en plus, il commente. Il le dit, il commente. Voire, il juge un peu, je crois. Et dans le texte B, voilà, il mentionne
Voilà, j'avais remplacé un mot par un autre. Donc ça, je pense que ça peut être pareil. J'essaye de penser un petit peu à ce qui peut être utile pour vous dans le quotidien. Et je vois qu'il y a des questions auxquelles je pense que je peux répondre. La réponse. Alors, sa réponse, elle est limitée à, je ne sais pas, je dirais peut-être 1000. Mais en fait, à partir du moment où elle est limitée, ce n'est pas grave parce que vous pouvez lui dire genre continue et il continue. Et après, vous copiez-collez en 2 fois vos réponses s'il y a besoin. Est-ce que ça va rester gratuit? Alors, je pense que ça va rester longtemps gratuit parce que maintenant, il y a une version payante. Vas-y, Clément, est-ce que tu peux mettre la deuxième question? C'est la question, est-ce que ça va rester gratuit? Si tu voulais mettre la question en même temps que je parle. On essaye de faire des petits effets de... Voilà, très bien, super. Donc, je pense que ça va rester gratuit parce que maintenant, il y a la version à 20$ par mois premium, en fait, pour avoir accès à des réponses qui sont tapées plus vite et à des réponses, en fait, et à potentiellement un accès bêta aux nouvelles fonctionnalités. En vrai, je pense que c'est juste pour s'assurer qu'on a toujours accès aux trucs. Donc, je pense que s'il y a ce modèle, ce business model qui rapporte beaucoup d'argent, parce que j'ose pas imaginer combien de gens l'ont payé quand même ce truc-là, vu qu'on a quand même eu 1 million de personnes simultanées en janvier, alors que Twitter a mis 4-5 mois avant de l'atteindre. Donc, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'engouement pour cet outil. Donc, je pense que s'ils ont des financements quelque part, c'est obligé que, enfin moi je pense qu'ils vont continuer à avoir ce côté grand public, au moins pendant 1 an ou 2, parce que si le rendait payant, je pense que les gens partiraient, en sachant qu'en plus, pour Notion IA, pour l'instant, il a été gratuit très peu de temps. Je m'en suis servi comme ça pendant un mois, et maintenant il est payant, mais c'est très limité, hein, c'est genre 20 trucs par jour. Donc je pense que voilà, après ça va être des grandes décisions en fonction de chaque entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté, il y a les gratuits et puis qui auront accès à des choses quand même. Et il y aura des payants qui iront un peu plus haut. Donc, je ne pense pas qu'ils limiteront. Après, si c'est gratuit sur le produit, alors oui et non, parce que ChatGPT, le truc, c'est que, en fait, évidemment que les questions que vous posez, sont réutilisées et les réponses sont utilisées pour améliorer sa connaissance globale. Après, c'est à une quantité qui est tellement astronomique, c'est des milliards et des milliards de données que la notion de vie privée, elle est quand même extrêmement, c'est quand même mélangé. Et puis, à un moment donné, il faut aussi accepter que vos recherches Google, elles sont aussi conservées. Les sites que vous voyez, en termes généraux, Internet n'est pas un endroit qui est particulièrement anonyme, même si, encore une fois, il y a tellement de milliards de données qu'on n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, quoi. Donc voilà. Je vois, j'essaie de répondre quand même aux questions. GPT attend 100 millions. Ah bah oui, c'est 100 millions, effectivement. Ils vont bouffer le marché, c'est sûr que c'est en train de devenir un outil qui est extrêmement mouvant, et en même temps, ils sont en train de montrer que c'est eux les plus forts, quoi. Je pense qu'ils vont changer la manière dont on va créer des outils comme ça, quoi. Donc voilà, je continue. Du coup, pour cet exemple-là, on peut aussi apprendre. Alors là, celui-là, il est en plusieurs étapes. Mais j'avais envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut rebondir sur les réponses pour améliorer et avoir quelque chose de final à la fin, vraiment de final et de bien construit. Donc là, je lui demande, tu es expert en productivité, peux-tu me lister la structure pour réussir ma prise de notes en réunion? Ça, je pense que ça peut être intéressant de se dire, est-ce que je ne peux pas améliorer comment je travaille? Donc, il vous fait un petit cours et tout, préparer, écouter, soyez organisé, bon, très bien. Après, je lui ai dit, peux-tu me donner des exemples? Donc là, ce que je voulais, c'était qu'il aille un peu plus loin. En tout cas, il m'a donné une liste. Donc, il faut organiser ses notes par thème, je sais des détails, clarifier tout ça. OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un faux truc de réunion. Et donc, je lui ai dit d'appliquer ses propres conseils. Et ça marche pour tout. Donc, par exemple, vous avez un truc en rapport avec le recrutement. Vous voulez lui dire, vous lui copiez-coller un texte qui vous présente, donc un pitch de vous. Vous pouvez lui dire quels sont tes conseils pour améliorer ce pitch. Et du coup, il va vous répondre des conseils. Et vous pouvez lui dire, peux-tu optimiser mon texte avec tes propres conseils? Et il le fait, quoi. Et il le fait, et c'est assez impressionnant par rapport à ça. Donc voilà, mais parce que tout est très contextuel. Plus il y a de contexte, plus ChatGPT est vraiment fort. Donc du coup, là, je lui demande d'améliorer mon texte. Et là, du coup, j'obtiens quelque chose de structuré. Il va me montrer, il a structuré, il a synthétisé, il a rassemblé, il a rationalisé. Pour moi, je pense que c'est quand même assez impressionnant.
Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de free là, qui ont pas mal de réunions, mais ça peut quand même être hyper intéressant. Donc, il m'a fait ma structure. Et là, je me dis, est-ce que je peux aller encore plus loin en optimisant ça? Et je lui dis, est-ce que tu peux carrément m'écrire le mail qui intègre du coup ce compte rendu? Et donc là, il me fait la structure. Voici un exemple de mail. Objet, compte rendu de la réunion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tu as partagé le compte rendu. Voilà, il me remet le truc. Et à la fin, il précise, se poser des questions. Voilà. Là, je me dis, c'est un peu corpo, donc je peux réajuster après coup le ton en demandant que ce soit moins formel. Et du coup, il fera un truc un peu plus sympa. Voilà. Donc ça peut être vraiment pertinent pour gagner du temps pour vous. Parce que je pense qu'on passe parfois trop de choses, trop de moments à faire des choses répétitives et quelque part qui sont simples, mais qu'on fait tout le temps, sauf qu'on peut pas forcément complètement automatiser. Là, on peut un peu plus, un peu plus forcément, voilà, un peu mieux faire ces mails de réunion. Du coup, par rapport au contenu contextualisé, et là, on arrive à ce que j'ai fait tout à l'heure, et c'est mon dernier exemple. Donc, du coup, je lui ai demandé de me faire un faux texte à propos de Clément qui nous fait la conf aujourd'hui. Donc, il m'a fait un long texte à propos de Clément. Très bien. Donc, là, on a quelques trucs, on a des fausses boîtes, on a des chiffres et tout. OK, très bien. Ça, imaginez que c'est votre texte à vous, votre pitch à vous. Derrière, du coup, je vais lui dire, voilà, donc tu es le fameux prompt de tout à l'heure. Tu es expert en marketing et en copywriting. Peux-tu proposer 10 titres de post LinkedIn, du coup, pour Clément, donc par rapport au texte qu'on avait écrit au-dessus, sans dépasser 100 caractères, classant par un framework. Et donc là, on va regarder ça. Et donc, il me répond, bien sûr. Et là, il me met les 3. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression tofu, mofu, bofu, c'est assez contextuel. En fait, là, ça parle au grand public. Donc, les avantages des événements en ligne pour les freelances. Donc, ça peut parler à beaucoup de gens. Comment organiser un événement en ligne pour les freelances, conseils pratiques, les erreurs à éviter pour organiser un événement. Pourquoi Clément Pourquoi choisir Clément pour l'instant de votre prochain événement en ligne? Ça me fait trop rire parce que je trouve que c'est quand même quasiment prêt, quoi. C'est des titres qui, pour moi, sont déjà presque prêts à être utilisés pour. Alors là, j'ai presque plutôt envie d'en faire des lead magnets, en fait, des PDF, un peu des guides ou des titres de post sur un blog plutôt, blog/ressources, un peu guide, livre blanc, plus que des titres de post LinkedIn, mais n'empêche que ça donnait une première idée de en fait, comment je peux créer du contenu par rapport à moi, enfin, par rapport à mon besoin, par rapport à ce contexte, en fait. Donc, je regarde s'il y a des peux-tu partager tes slides? J'ai pas compris, Maxime. Non, excuse-moi, je dis juste que l'audience ne voyait pas Clément, mais que moi je voyais Clément prendre des notes. Et du coup, que Clément te disait, est-ce que tu peux partager les slides? Il va s'inspirer des idées de poste, je pense. Ok, très bien. Mais c'est tout? Bah oui, c'est tout. Ça allait super vite, en fait. C'était super vite. Voilà. Écoutez. Même toi, tu es déçu que ce soit été aussi court, Oran. Après, il est 13h29. Ouais, mais c'est ça, en fait. Je voulais pas trop. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant géré son temps aussi bien, Oran. Déjà, tu me ramènes du monde et en plus, tu gères ton temps. Je vais te réinviter à tous les coups. Je suis experte en gestion de projet, voyons. Non, mais c'est qu'en fait, je voulais pas trop en dire parce que c'est vrai que j'ai un peu bombardé et je voulais pouvoir rebondir avec les questions. Je pense que ça peut être l'occasion. Alors, tu n'as pas de extension. En fait, si je voulais vous en parler des extensions, donc oui, il y a Vincent qui parle. Je ne sais pas si tu peux nous la montrer, Clément. La question de Vincent M. Voilà, trop bien. Donc, tu n'as pas de extension. Effectivement, donc ça, c'est une extension qui permet d'avoir une bibliothèque de prompts. C'est super intéressant. Franchement, installer là et tester là, c'est pas mal. Moi, je voulais pas être trop geek parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément complètement à l'aise. Et déjà, si vous faites tout ce que j'ai montré, vous ferez beaucoup de choses. Mais oui, il y a des extensions qui existent. Après, elles ne sont pas officielles pour l'instant. C'est pas dit qu'un jour elles soient supprimées. Genre, quand je dis un jour, ça peut être genre demain. Donc, vous reposez pas trop là-dessus. Et aussi explorer en fait au maximum. Il y a plein de moyens d'aller plus loin. Il y a aussi une extension qui permet d'avoir ChatGPT sur Google pour Google Doc et pour Google Sheets. J'ai testé et franchement, c'est intéressant. Après, moi, je n'utilise pas énormément ces documents-là. Ce qui est bien pour Google Doc, c'est qu'en fait, ça enregistre directement les réponses. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Mais on perd l'aspect contextuel parce qu'en fait, il n'a pas le. Enfin, on fait qu'un seul prompt, on n'a qu'une seule réponse. Donc, voilà. Ça peut être pas mal. Alors, est-ce que concrètement, tu as utilisé en tant que chef de projet sur quel cas concret?
Et bah, franchement, ouais, je m'en sers très souvent en tant que chef de projet. Après, c'est sûr que quand on bosse avec des grands groupes, donc quand c'est plus corporate, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, je te fais des mails de remerciement suite à un entretien. Je fais, bah là, comme j'ai montré, là, je fais des comptes rendus, mais enfin, franchement, énormément de comptes rendus, de résumés, de synthèses. Et j'ai envie de tester aussi le chat GPT qui répond par mail. Donc, en fait, c'est celui qui nous propose des réponses de mail. Après, encore une fois, hein, tout ça, c'est des extensions de Chrome qui peuvent ne pas être conservées sur le long terme, donc il ne faut pas trop s'y habituer non plus. Nous ne voyons pas la création d'applications, parce que c'est juste après, enfin, je pense, avec Maxime. Je regarde un petit peu les questions. Bah écoutez... Attends, j'en avais une, moi, Oran, Dis-moi. qui est un peu plus haut. Attends. Je suis en train de la retrouver. Est-ce que vous parlez beaucoup, du coup? Je perds. J'ai l'impression de Alors, l'équipe de contenu un qui peu arriver plus d'ici. haut. Elle est pas mal Voilà, aussi, c'était celle ça. J'étais assez curieux de cette question-là aussi. Non, la réponse est non. En fait, aujourd'hui, les outils qui font de la, qui récupèrent la voix, en fait, marchent très mal en français. Sont de plus en plus optimisés en anglais, mais en français, c'est à la rue. Et en plus, le problème, c'est que, en fait, ça pose beaucoup de problématiques. C'est la ponctuation, c'est tous les homophones, en fait. Je te dis, donne-moi un verre. Est-ce que c'est un verre, VE, 2RE, VERS? Et donc ça complexifie énormément. Le français est clairement, je pense, la pire langue pour ce genre de truc. Donc, on n'aura pas tout de suite ce genre de miracle. J'aimerais beaucoup, franchement. Mais il va falloir attendre, je pense, quelques années pour avoir des outils qui fonctionnent là-dessus. En tout cas, en anglais, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut carrément fonctionner. Il y a 2-3 questions qui sont arrivées. Je te propose d'en prendre une dernière, si tu veux. Ouais. Donc, on enchaîne. Une question sur les textes impressifs faux. Vas-y, mets-moi en avant l'une des questions. Allez, oui, mais le voice après. text, Andrés, il marche malheureusement pas super bien quand même. En tout cas pour le français. Les dangers quant au texte écrit qui est imprécis faux. Ah, bah il y a Maxime qui va en parler sur les limites. Mais oui, en fait, il ne faut pas voir ChatGPT comme une encyclopédie. Même s'il sait des choses, il sait aussi très facilement imaginer et inventer. Donc, il faut se méfier quand même. Voyez-le plutôt, je pense, comme un outil de réajustement et d'amélioration de ce que vous produisez vous-même, plutôt que comme un outil d'idéation et d'encyclopédie, quoi. C'est pas encore Wikipédia, même s'il connaît Wikipédia, mais voilà, je pense qu'il faut se méfier quand même. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup, Oran. Je vais enlever la question. Attends, il y a une petite question que je trouvais quand même sympa sur Haussmann qui disait est-ce qu'ils vont s'amalgamer? Pour l'instant, c'est pas les mêmes outils qui font ça. Mais par contre, c'est vrai que tu peux quand même demander à ChatGPT de te décrire via un prompt une image. Effectivement, la question, c'est est-ce que je pourrais avoir à la fois le texte et l'image? Donc, effectivement, on peut demander à ChatGPT qu'est-ce que tu imagines comme image pour illustrer cet article et on lui copie-colle l'article. Il peut nous donner des idées et on peut du coup en faire des prompts derrière avec Midjourney, les IA qui font des images. Donc, ça peut être complémentaire. Après, je pense qu'à venir, il faut que les deux décident de faire la même chose, se mettre ensemble en fait pour qu'une technologie soit commune, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je reste là. Je vais pouvoir aussi répondre à des questions. J'espère que ça vous a appris des trucs. N'hésitez pas. Merci, Oran. Moi, j'ai appris plein de trucs en tout cas. Ah, trop bien. N'hésitez pas à venir discuter sur LinkedIn. Je serais trop contente. Voilà. Moi, je savais déjà tout, mais merci, Oran, quand même. Deuxième partie, merci, Oran. N'hésite pas à placer aussi, si tu as des remarques sur sur la prochaine partie de Maxime. N'hésite pas à prendre la parole si jamais tu veux nous dire des petits trucs. Maxime, du coup, on passe à la deuxième partie, qui est Maxime Poulsen, et qui va nous parler de créer une app et générer du code. Allons-y, c'est parti. Alors, bon, en voyant les slides de Ran, maintenant je me sens mal parce que les slides sont des plus basiques. Donc, il faudra faire avec ma faible capacité de produire des slides, mais elles ont été faites par moi-même et rien de ce texte n'a été écrit par ChatGPT. Donc, moi, je dis ça pour moi, Oran. Ok, donc, Oran vous a parlé un peu des use cases, on va dire organisationnels, génération d'idées, tous ces aspects-là. Moi, je voulais vous parler un peu des aspects un peu plus techniques, parce qu'il y a beaucoup de use cases intéressants sur
exactement, oui. Basique égale efficace. Non, tu as tout à fait raison. Mais on peut générer du code, on peut comprendre du code, écrire des commentaires, voilà, on peut faire plein de trucs avec. Donc, je voulais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais avant, je voulais vous parler d'un use case auquel j'étais confronté il y a quelques jours. J'ai écrit un énorme guide LinkedIn de plus de 7000 mots qui est disponible sur Notion, que d'ailleurs vous pouvez aller récupérer sur mon profil LinkedIn. Il a été vu plus de 5000 fois. Et en fait, je voulais le traduire en français. On m'a proposé de le traduire en espagnol et je me suis dit, bon, bah, allons-y, je vais aussi le traduire en français. J'ai commencé à le traduire bloc par bloc avec du DeepL, mais je me rendais compte que je devais quasiment tout reprendre pour avoir un style d'écriture qui était cohérent avec ce que moi, je voulais avoir dans le doc. Je voulais quand même que ce soit proche de ma façon de parler, de ma façon d'écrire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ChatGPT. Et après quelques petits tests, donc ce que je prenais, c'est que je prenais des petits blocs de texte et j'essayais des différents prompts. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, là, vous allez voir dans mes slides, les prompts vont être un petit peu mélangés entre le français et l'anglais. C'est parce que j'en avais déjà dans ma base de données et j'en avais qui fonctionnaient très bien, mais je vais vous les traduire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce prompt fonctionnait à merveille. Traduis le texte suivant en français, utilise un ton informel, tu à la place de vous, ça à la place de cela, et tu peux garder des mots en anglais si c'est cohérent. Et en fait, j'ai réussi à traduire mon guide de plus de 7000 mots d'anglais à français en 1h30 top chrono. Franchement, c'était assez impressionnant et c'était 1h30. J'avais ma version finale prête à distribuer. Je ne sais pas si on a des traducteurs ici, mais en tout cas, voilà, 7000 mots en 1h30, c'est pas évident. Et là où j'ai été vraiment assez impressionné, c'est que, en fait, à force de faire des petites corrections, non, n'utilise pas ce mot-là, tu peux garder ce mot-là en anglais, je lui copiais-collais des textes toutes les 30 secondes et il me les réécrivait comme si c'était moi. Donc, voilà, pour la traduction, c'était un use case que je voulais aborder vite fait, que je trouvais hyper intéressant. Ensuite, donc, passons sur les use cases un peu plus techniques. Le premier, c'est générer du SQL. Donc, le SQL, c'est du Structured Query Language. C'est un langage de programmation qui permet de faire des requêtes sur des bases de données. Donc, notamment très utile quand on a, par exemple, de la donnée produit ou des ventes e-commerce ou qu'on a voilà, des grosses bases de données qui sont stockées sur, par exemple, Google BigQuery ou sur un Postgre, ou voilà, sur ces bases de données dans le cloud. Et voilà, dès qu'on veut récupérer de l'information, faire des analyses, on peut utiliser du SQL pour faire ces analyses. Donc, il y a un peu 3 niveaux de prompt que je vais vous montrer. Le premier niveau, c'est en fait, demander à ChatGPT d'expliquer l'utilisation de certains concepts, de certains mots-clés, ou d'écrire des squelettes de requêtes. Donc là, typiquement, voilà. Ce qui est marrant, c'est que je voyais qu'Oran utilisait le prompt fais semblant d'être un expert ou tu es un expert, et c'est marrant parce que c'est exactement le prompt que j'utilise également. Mais là, comme vous pouvez voir, fais semblant d'être un expert en data analyse, explique-moi comment utiliser le mot-clé order by en SQL comme si j'étais un débutant. Et voilà. Et là, ChatGPT part sur une longue explication. Voilà, bien sûr, je serai heureux de vous expliquer comment utiliser la clause utilisée pour trier des résultats. Par exemple, si vous avez. Puis ce qui va être vraiment intéressant, je trouve, avec les use cases, avec du code, c'est que très souvent, il va utiliser des exemples pour illustrer son propos. Donc là, on peut voir, voilà, il m'a expliqué très clairement comment utiliser le mot-clé order by avec un exemple juste en dessous. Donc ensuite, voilà, donc je vous disais, soit expliquer certains concepts, soit écrire des squelettes. Donc là, on explique un mot-clé order by, on aurait pu lui demander d'expliquer le mot-clé where, on aurait pu lui demander d'expliquer le mot-clé and, voilà. En fait, on peut décomposer des requêtes et lui demander d'expliquer certaines parties. Ensuite, un autre use case, fais semblant d'être un expert en data analyse, qui voit une requête SQL qui récupère le client ayant effectué le plus de commandes. Donc là, il va en fait écrire le squelette de la requête SQL. Donc là, select le top 1 customer name en comptant de toutes les commandes et on va trier par... Voilà. Et donc en fait, il m'écrit tout le squelette qu'il me faut pour pouvoir faire cette requête. Le petit souci là, c'est que la probabilité que cette requête soit spécifique à ma table, à ma structure, à mes noms de variables, elle est extrêmement faible. Donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le niveau 1. C'est parce que si on ne donne pas assez de contexte à ChatGPT, il ne peut pas écrire exactement les bonnes requêtes. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si on n'a pas une idée spécifique de comment écrire telle ou telle requête, on peut lui demander d'écrire le squelette
pour avoir une base à partir de laquelle travailler. Ça, vous allez voir, ça va être un thème récurrent. Il est très, très bon pour écrire des squelettes à partir desquels travailler pour éviter d'écrire des gros blocs de code et plutôt devoir faire des modifications ou des améliorations. Ensuite, on arrive sur le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est plutôt que de lui demander juste de faire la requête, peut-être qu'on peut lui donner un peu de contexte et lui demander d'écrire des requêtes qui sont spécifiques à la table. Donc, là, bon, j'ai décomposé parce que la verticalité était un problème ici. Mais à gauche, vous pouvez voir le prompt. Fait semblant d'être un expert en data analyse. J'ai 2 tables. La table client avec un ID, un prénom, un nom et un email. Et une table commande avec un ID client, une quantité et un montant. Écrire une requête SQL qui renvoie le client ayant effectué le plus de commandes et les informations à son propos. Donc là, en fait, c'est exactement la même question, sauf que je lui ai donné le contexte de la structure de données dans laquelle j'évolue. Et donc là, il me dit, voilà, absolument, pas de problème. Et il m'écrit même, voilà, là, on va devoir faire une jointure entre les tables en utilisant un join. Et on peut voir, il va récupérer, bon, pour ceux qui font du SQL ici, vous pouvez voir, c'est peut-être pas le plus beau des SQL, mais ça fonctionne. Là, vous pouvez voir, il récupère l'ID, le prénom, le nom, l'email, il compte, il join les tables. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'il comprend le lien qui lie les tables. C'est-à-dire qu'ici, donc, vous pouvez voir la petite boîte rectangulaire. Il comprend que dans la table client, l'ID correspond à la table commande ID client. Et donc, il est vraiment capable de comprendre comment les tables sont liées. Et ça marche avec 2 tables, ça marche avec 3 tables, 4 tables, 5 tables. Et on peut lui faire écrire vraiment des requêtes à rallonge pour ne pas être obligé d'écrire un peu tout ce boilerplate code dont on pourrait avoir besoin pour faire ces requêtes. Ensuite, le niveau 3, c'est comment est-ce qu'on peut finalement automatiser l'utilisation de ChatGPT pour rendre la donnée accessible depuis n'importe où et à n'importe qui. Et là, je vais vous montrer un use case que je trouvais assez intéressant, qui était comment est-ce que je peux donner accès à mon équipe à des données de notre base de données depuis Slack. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit bot Slack. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec N8N. Et donc, en fait, ce qu'on est capable de faire avec N8N, c'est que j'ai construit ce petit workflow qui écoute une requête formulée sur Slack. Donc, on écrit une requête formulée sur Slack, par exemple. Combien y a-t-il eu d'utilisateurs actifs la semaine dernière? Ensuite, ici, on ajoute un peu de contexte. C'est ce que je vous montrais avant, où en fait, je lui explique toutes les tables qu'on a à notre disposition et quelles sont les différentes colonnes de cette table. Je génère la requête écrite en humain, on va dire, en SQL via ChatGPT. J'exécute la requête sur notre base de données et je réponds sur Slack. Ce qui veut dire qu'en fait, quelqu'un peut poser une question avec des mots, comme on pourrait demander finalement à n'importe qui des informations sur les bases de données, et on est capable de lui répondre avec des données qui viennent de la base de données. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait, ça marche, parfois ça ne marche pas, mais si ça marche rien que 75% du temps ou 80% du temps, en fait, on fait gagner tellement de temps aux équipes qui ne sont pas obligées d'aller faire les requêtes manuellement que ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup de tester, de l'écrire manuellement. On peut aussi faire différents tests de formulation et parfois ça marchera, alors parfois ça ne marchera pas. Voilà, je trouve que c'est un use case intéressant. Et ce use case, en fait, il deviendra de plus en plus puissant, plus les IA s'amélioreront dans le temps. Voilà, ça c'est pour le SQL. Maintenant, je vais vous parler de écrire, comprendre du Python ou du JavaScript. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Python et le JavaScript sont des langages de programmation qui peuvent être utilisés pour une multitude de cas d'usage. Personnellement, je les utilise souvent pour faire de l'automatisation ou du scripting, par exemple. Donc, pour automatiser des tâches, connecter des outils, faire du scrapping web, par exemple. Et donc voilà, je vais vous montrer, cette fois, pas 3 niveaux, mais 3 différents use cases. Le premier, c'est demander à ChatGPT d'expliquer ce que fait un morceau de code. Donc, surtout quand on bosse avec d'autres personnes dans l'équipe, qu'on bosse avec des développeurs, parfois on ne comprend pas ce que fait une partie du code. Et ChatGPT est très bon pour expliquer ce que fait du code. Donc là, j'ai pris un petit morceau de JavaScript qui vient de l'app que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je lui dis, tu es un expert en JavaScript, explique-moi ce que fait ce morceau de code. Là, je lui donne toute la fonction qui est peut-être pour les experts assez simple, mais moi, je ne suis pas un gros expert en JavaScript. Je ne trouve pas ça évident de prime abord.
Et voilà, il me répond, ce morceau de code est une fonction nommée qui prend un argument timeSecond. Cette fonction convertit un temps donné en secondes en une chaîne de caractères formatée de la forme minute, minute, seconde, seconde. Et ensuite, il m'explique tout le déroulement de la fonction pour que, si j'ai besoin, moi, de venir apporter des modifications supplémentaires, je peux ajouter des lignes de code, ou je peux même, une fois que je lui ai donné le contexte, je peux lui dire, maintenant, formate-la moi en heure, minute, minute, seconde, seconde. Il sera capable de prendre le code, de faire les modifications nécessaires pour que ce soit effectué dans le code. Je vois qu'on a une question dans le chat qui est qu'est-ce que le scrapping? Le scrapping, c'est l'idée de on a des informations qui sont sur le web. Comment est-ce qu'on peut, de manière programmatique, donc de manière automatisée, sans le faire manuellement, récupérer les informations qui sont sur le web et les stocker quelque part, dans un Google Sheet, dans une base de données ou autre. Un exemple classique serait, on peut scraper les résultats d'une recherche Google et récupérer, pour une recherche donnée, tous les titres, tous les liens, toutes les descriptions, voilà, absolument toutes les infos qui sont sur Google, ça c'est du scrapping. Je continue. Si tu veux, on peut donner, c'est un exemple très, très commercial, genre tu veux contacter toutes les personnes qui ont un club d'équitation, par exemple, tu vas sur l'annuaire de la FFE, la Fédération d'équitation, et tu récupères tous les numéros de téléphone, imaginons, et du coup, tu fais ton fichier client pour aller prospecter, par exemple. Scrapping. Après, toi, tu as une nuance entre scrapping et crawling, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est très similaire. Alors pour moi, le crawling, c'est plutôt... c'est ce que font les algos de SEO, justement, de Bing, de Google, etc. Ah oui, aller sur les pages automatiquement. C'est ça, c'est de comprendre comment les pages sont liées entre elles, et c'est le fait de grimper un peu de page en page pour comprendre la structure du web. Donc pour moi, le scrapping, c'est on a une page sur le web, comment est-ce qu'on peut récupérer son contenu, en gros. Donc, on peut utiliser du crawling pour faire du scrapping, par exemple. Oui, d'accord, ok, je comprends. Voilà. Mais pour moi, il y a un peu une petite nuance quand même. Ok, intéressant. Donc, tiens, Clément, je te laisse enlever la question. Voilà, donc on a parlé du use case, expliquer un morceau de code. Le deuxième use case dont je voulais vous parler, c'était rendre du code plus compréhensible pour les autres en lui demandant d'ajouter des commentaires. Donc là, je vais aller récupérer un algorithme qui s'appelle le quicksort. C'est un algorithme qui permet de trier en fait des éléments d'une liste. Vous pouvez voir un petit gif à droite là. Je vais m'enlever comme ça vous le voyez mieux. Et voilà, c'est un algorithme assez complexe, mais extrêmement efficace, qui permet de trier les éléments d'une liste. Si vous n'êtes pas un expert en algorithmie ou en Python, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de comprendre ce morceau de code. Mais en lui disant, voilà, tu es un expert Python, ajoute des commentaires à ce code pour qu'il puisse être compris plus facilement, il va venir ajouter, ligne par ligne, l'explication de ce que fait exactement cette ligne. Alors, vous pouvez vous dire, en fait, il n'explique pas ce que fait la ligne de code, parce que ça ne serait pas vraiment très utile. Il explique ce que fait la ligne de code dans le contexte du programme. Et ça, en fait, c'est là où ça devient plus intéressant, parce qu'il comprend la manière dont les lignes sont enchaînées, il comprend l'utilisation de variables, et il va être capable de donner du contexte à chaque ligne en la liant aux autres lignes. Donc voilà, ça c'est un autre use case qui, au lieu de commenter son propre code, ou alors, ça peut aussi être utilisé pour comprendre du code, on peut demander à ChatGPT de commenter du code. Le troisième use case, c'est écrire des bouts de code, des scripts, pour simplifier des workflows, des automatisations. Donc, moi, j'avais été confronté à un workflow où j'avais cette logique un peu complexe, où, pour faire simple, je recevais une liste d'outils et je devais vérifier est-ce que la liste contient HubSpot, est-ce que la liste contient Salesforce, est-ce que la liste contient Pipedrive, Zendesk, Zoho, etc., pour ajouter une propriété si jamais je trouvais l'outil. Et je me suis dit, cette logique, elle est un peu complexe, mais est-ce que je ne peux pas la simplifier avec un petit bout de code? Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, tu es un expert en JavaScript, écris un script qui prend en entrée un JSON avec une clé, donc je lui donne tout le contexte avec une clé tools en format string, vérifie si la clé tools contient un CRM suivant, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zendesk, Zoho, écrit une nouvelle clé CRM dans le JSON avec le premier CRM trouvé dans la liste. Et ce qui me permet finalement de remplacer cette logique très complexe par un petit bloc de code ici, qui est le ChatGPT, le script qui a été généré par ChatGPT. Alors,
ce script, je ne pouvais pas l'utiliser tel quel, parce que je devais le réintégrer dans le contexte de n8n avec les variables spécifiques à n8n. Mais le gros du travail était là. J'avais que quelques petites modifications à changer. Et là où, finalement, construire cette logique, ça m'avait pris plus longtemps que de générer ce petit script et de le modifier pour qu'il convienne à ce use case. Donc, on peut aussi lui expliquer des problèmes. On peut aussi faire du web scrapping avec ChatGPT. On peut lui dire, en utilisant par exemple certaines extensions, on peut lui dire tu as cette page, récupère-moi telle et telle infos sur cette page. Et ensuite, on peut utiliser ces scripts pour faire du scrapping en masse, par exemple, d'informations. Je regarde l'heure, plus quelques minutes, alors je vais essayer d'aller vite. Surtout quand on est sur des use cases techniques, à ne pas oublier, premièrement, c'est vérifier ce que ChatGPT renvoie. ChatGPT n'a pas la science infuse. Il va écrire des morceaux de code qui ne fonctionnent pas. Il va écrire des morceaux de code qui ont, par exemple, des memory leaks, qui ont des bugs, qui ne sont vraiment pas du tout optimisés. On a vu Oran apparaître une petite seconde à l'écran. Pardon, je découvre l'outil. Je t'en prie. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais voilà, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'il renvoie parce que, et je vais vous en parler dans une seconde, il peut vraiment vous renvoyer des données inexactes et en avoir la certitude que c'est exact. Et donc voilà, ça implique un peu le deuxième point qui est il faut vraiment extensivement tester tout le code avant de mettre en production, avant de déployer, de mettre sur les serveurs, ou vraiment de l'utiliser dans un contexte qui est critique au business, qu'on ne peut pas... Alors, Nicolas, tu as aussi raison, il y a des préoccupations concernant la sécurité du code généré. Je sais que Amazon avait demandé à ses employés de ne pas générer du code avec ChatGPT parce que on peut potentiellement donner des secrets ou on peut potentiellement donner des spécificités au code qu'on n'aurait pas envie de partager. Et je vois aussi une question d'Arthur. Dans quelle mesure penses-tu qu'il est safe d'envoyer à ChatGPT des bouts de code développés pour l'application d'un client? Oui. Alors, je pense que dans son intégralité, c'est jamais une bonne idée. Je pense que c'est plutôt, si tu veux, tu vois, comme je disais tout à l'heure, si tu veux expliquer si tu veux expliquer une fonction spécifique, si tu veux commenter un peu de code, mais si tu veux envoyer des gros bouts de... Alors, GitHub Copilot, c'est pas vraiment pareil parce que ChatGPT, ils sont très clairs sur le fait qu'ils stockent absolument tout et qu'ils sont en train d'optimiser les algos sur ce que vous faites. Il me semble, du moins, que GitHub Copilot, c'est pas la même chose et qu'il n'y a pas les mêmes notions de sécurité parce que ça a été fait spécifiquement pour du code et que ça a été fait pour ne pas justement tout stocker et pour ne pas avoir les mêmes... C'est vrai, Nicolas? Mais alors, il y a l'algorithme fondamental et ensuite il y a le cadre dans lequel l'algorithme est utilisé pour expliquer, pour écrire, etc. Donc, c'est à l'utilisateur de ChatGPT de décider ce qu'il fait avec les données qu'il renvoie et qu'il reçoit. Donc, après, s'il y a des gens qui sont motivés pour aller lire les CGU, allez-y, quoi. Parce qu'il y avait eu cette information pendant le Covid avec, je ne sais plus si c'était Zoom, mais effectivement, il y avait l'info que quand on pitch des idées, il expliquait qu'il pouvait déposer un brevet sur l'idée que vous avez dit pendant une réunion, quoi. Donc, il faut vraiment se méfier quand même de la partie vie privée. Enfin, quand c'est très critique, effectivement, ne traite pas sur ce genre d'outil, quoi. C'est ça, voilà, mais pour des petits scripts ou des petits morceaux de code, voilà, quand on est plutôt sur du use case, d'ops, d'automatisation, là, il ne faut vraiment pas vous faire de soucis. En tout cas, le code que vous écrivez, il y a quasiment il n'y a quasiment pas de propriété intellectuelle. Alors bon, voilà, n'hésitez pas, vraiment, c'est plutôt pour ces use cases-là où je pense que c'est utile. En tout cas, les développeurs ne vont pas avoir les mêmes, je pense, les mêmes spécificités pour générer du code que, par exemple, moi ou un growth ou autre. Et là, je pense que pour un dev, c'est plus intéressant de générer, par exemple, du boilerplate ou de générer, en fait, un peu de masse pour ensuite devoir faire les modifications, ce que j'expliquais au début. J'avance parce que j'ai encore quelques petites slides et je vois que l'heure tourne. La dernière chose que je voulais montrer, c'était créer une app de zéro. Donc, je vais vous spoiler un petit peu parce qu'on est en train de lancer un nouveau format chez Contrast qui est un format de game show. Et en fait, c'est un format vidéo, un peu comme un podcast, qui va être un petit peu plus amusant. Mais en fait, l'idée, c'était, moi, je me disais, est-ce que je le construis avec un builder no-code ou low-code? Mais en fait, je voulais, comprendre les bases du React, et 2, avoir plus de personnalisation sur le produit final. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait.
là, j'ai juste mis plein d'exemples de prompts que je ne mets pas tout le fil parce que c'était extrêmement long. Ça m'a pris quasiment une demi-heure d'aller-retour avec ChatGPT pour avoir les bases. Et je lui dis, tu es un expert en développement React. Écris-moi du code React pour générer une page simple. Maintenant, ajoute une liste de questions parmi lesquelles choisir, affiche une question aléatoire à l'écran ainsi qu'un bouton pour passer à la question suivante. Retire, alors là, il m'avait mis un peu de texte que je ne voulais pas, retire le H1 et le P et ajoute un chronomètre de 120 secondes qui se réinitialise à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Ajoute un logo à droite de la fenêtre, ajoute un fond blanc à l'application, le texte en... Et en fait, en faisant des allers-retours avec lui, en lui disant, bah non, ça ne fonctionne pas, rajoute-moi ça, enlève-moi ça, change cette couleur. En fait, j'ai été capable de générer la base d'une application. Alors, la version que je vais vous montrer maintenant a été entre les mains de nos devs, donc il est un petit peu plus travaillé, mais la majorité de la logique derrière l'app vient de ChatGPT. Je vais vous la montrer maintenant. Hop, je switch l'écran. Est-ce que vous voyez le game show? Voilà. Donc là, vous voyez, Clément, je ne sais pas si tu parles, mais tu es mute. Donc là, vous voyez l'écran du game show. Donc là, bon, ça a été un petit peu plus travaillé que ce que je vous ai montré. Mais si je passe cette partie-là, vous allez voir que là, on a exactement ce que je vous ai expliqué. On a des questions aléatoires qui apparaissent à l'écran. On a des boutons. On a un chronomètre. Bon, le logo en haut à gauche, finalement, on l'a enlevé. Mais si je clique sur les boutons, eh ben, ça skip, ça choisit une question aléatoire, ça reset le chronomètre. Et en fait, là, vous pouvez voir que la plupart de cette logique a été générée avec ChatGPT 3. Avec ChatGPT 3. ChatGPT. Et voilà. Et après, c'est passé bien évidemment entre les mains du dev pour les optimisations, pour les visuels, etc. Mais voilà, la plupart du code a été généré avec. Et voilà, ça m'a pris une petite demi-heure. Alors, j'avais aucune connaissance en React. Pour vous dire, je n'avais même pas React installé sur mon ordinateur. Donc, voilà, c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. Je trouvais que c'était assez sympa. Je vais terminer ces dernières petites minutes avec les dangers et les limites. Il y a beaucoup de risques à utiliser ChatGPT et beaucoup de risques surtout à utiliser ChatGPT comme une encyclopédie. La première, c'est qu'en fait, il va avoir de la certitude sur des informations inexactes. Là, je vous ai mis un exemple d'Oran. C'est un exemple qui était allé un peu viral il y a quelques jours ou quelques semaines. En fait, ChatGPT parlait des œufs de vache. Et donc voilà, là, vous voyez quelques prompts que... je laisse peut-être expliquer, Oran. Non, mais alors, pour le coup, je l'ai retapé parce que je l'avais déjà vu passer sur LinkedIn et j'ai voulu vérifier que ça marchait. Et effectivement, en fait, ChatGPT, je pense que ce qu'il a induit en erreur, c'est que plutôt que lui dire est-ce que les œufs de vache existent, on lui a dit comment ramasser, donc comment faire l'action avec ce truc-là en ayant le postulat que c'est vrai. Et donc, ChatGPT, il n'aime pas l'idée de ne pas savoir un truc. J'ai l'impression qu'il est mythomane dans ces moments-là. Et du coup, comme on lui a posé la question, il a répondu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je lui ai répondu derrière, je lui ai dit, par exemple, je lui ai dit comment les vaches se reproduisent. Donc, il m'explique comment les vaches se reproduisent. Après, je lui dis, mais comment peux-tu m'expliquer que tu sais que les vaches se reproduisent, donc font des veaux, et là, tu me parles d'œufs. Et du coup, il s'excuse, il bug. En plus, il m'a fait des fautes de grammaire et tout. On sent qu'on a touché un peu la faille. Et ça, j'ai réussi à le tester avec plusieurs trucs. Et d'ailleurs, je l'ai testé aussi chez Notion AI en disant pourquoi le soleil est vert. Et il m'expliquait de manière très concrètement, en fait, avec des exemples et tout, genre pourquoi c'est vert, alors que on sait que le soleil n'est pas vert. Où j'ai demandé aussi à Notion AI pourquoi Hulk a été élu président de la République. Il m'a expliqué pourquoi Hulk a été élu. Donc en fait, c'est que les IA, j'ai l'impression qu'elles ont tendance à ne pas être capables de dire je ne sais pas, ou avoir plus de mal, et du coup, il va rebondir avec du contexte. Et plus il y a de contexte, plus il est capable de nous faire croire que c'est vrai. Ça a été prouvé notamment avec des chercheurs qui, du coup, s'appuyaient sur ChatGPT pour améliorer leurs recherches. Avec des références, il peut t'inventer tout un concept avec un nom, comme si c'était un vrai concept, avec un nom, et ça paraît hyper crédible, en fait. Donc, il faut vraiment faire hyper attention à ça, parce que vraiment, il peut aller n'importe où. Et moi, j'ai voulu écrire un post LinkedIn à propos des freelances, à quel point est-ce que les freelances sont heureux, tout ça. Il m'a mis des faux chiffres et je lui ai dit, peux-tu me justifier ces chiffres? Et il m'a répondu, non, ces chiffres n'existent pas. Donc, il faut vraiment, vraiment faire hyper attention à ça. Dans vos prompts, vous pouvez lui dire, peux-tu me sourcer peux-tu me sourcer des chiffres? Peux-tu me mettre des chiffres? Et là-dessus, ce que j'aime bien avec Bing, c'est que pour le coup, quand il nous répond, en fait, il nous met des petits 1, 2, 3, un peu comme sur Wikipédia, avec des liens vers des sources. Après, bien sûr, on est sur Internet et tout n'est pas forcément vérifié et vérifiable sur Internet. N'empêche que c'est déjà un début. Donc, faites un peu attention à ça parce que il est mythomane, en fait, très clairement. N'allez pas trop là où vous ne savez pas parce que vous pouvez dire des faux trucs, en fait.
Donc voilà, Écoute, Oran, ça tombe bien parce que j'avais aussi peu donné de l'information non sourcée. Elle est trop loin. Non, mais très bien. Écoute, ça fait une transition parfaite. Et voilà, j'avais trouvé cet exemple. Quel est le type de cancer le plus commun aux US? Cite tes sources. Et puis voilà, il répond que c'est le cancer de la peau, basé sur l'information de 2018. Ok, est-ce que tu peux me donner l'URL où je peux trouver cette information? Désolé, mais je ne suis pas capable de vérifier sur le web. Et voilà, donc en fait, il pense avoir de l'information et il le dit, voilà, quand vous voyez cette réponse, clairement, il en est persuadé. Hein, c'est pas je pense que ou il se pourrait que, c'est tel type. Et même en disant quel est l'organisme qui a fait cette recherche, cette découverte. Il peut te l'inventer, sans aucun problème. Exactement, sans être capable de faire le lien avec. Donc voilà, est-ce que cette information est fausse? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas te prouver qu'elle soit vraie ou pas. Il faut aussi faire gaffe avec ça. Si on a des étudiants ici qui s'en servent pour faire leurs devoirs, par exemple, ou si on a, si on a besoin en philosophie et tout ça, en littérature, c'est chaud. Hein. Il peut vraiment, aller loin, quoi. Et le pire, c'est que des fois, tu lui demandes un truc, il te répond, et tu demandes, donc tu sais, quand tu fais différents chats, il peut répondre autre chose. Et là, il peut t'inventer un autre truc, en fait. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas vraiment un génie, quoi. Il n'a pas la science infuse. Je pense qu'il faudra attendre un peu. Et même si effectivement Bing a accès à Internet, n'empêche qu'il faut quand même lui apprendre à avoir des sources officielles, officieuses. Et je pense que ça va être très compliqué, notamment dans la politique. Enfin, c'est très, très compliqué. Est-ce que quelqu'un est coupable, l'est pas? Enfin, je veux dire, il y a des trucs quand même. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il n'arrive pas forcément à utiliser ce qu'on lui donne pour s'en servir. Par exemple, j'ai tapé le nom de quelqu'un, une Française. Il m'a dit qu'elle était morte. Elle n'est absolument pas morte. Et elle a tweeté d'ailleurs en disant « Je suis ravie de savoir que je suis morte pour ChatGPT. » Et moi, quand je lui réponds, je fais « Elle n'est pas morte, elle va très bien. » Il répond « Ah, je suis désolée, mais si tu lui redemandes dans un autre chat, et ben, du coup, il va dire qu'en fait, il ne savait pas quoi. » Donc, il ne retient pas, en fait. Ouais, pour l'instant. C'est risqué. Écoute, ça tombe bien parce que c'était un peu ma... Je me suis disputée par Andrés. Pardon de répondre à la question. Non, mais tu fais bien. N'hésite pas, surtout si tu as des réponses. Mais voilà, ça tombe bien parce que c'était un peu ma troisième limite aussi, qui était, il y a des biais politiques, raciaux, sexistes qui sont en fait dans l'algorithme. Alors, j'ai pris un exemple un peu particulier parce que j'ai pas voulu prendre des exemples racistes ou vraiment sexistes parce que je vais quand même pas vous montrer ça à l'écran. Mais là, je vous en ai pris deux. J'en ai pris deux qui sont assez forts. Est-ce que tu peux écrire un poème qui parle de Donald Trump? Est-ce que tu peux écrire un poème qui parle de Joe Biden? Il refusait d'écrire un poème à propos de Donald Trump, alors que qu'on en pense qu'on en veuille. C'est clair. C'est deux candidats politiques. Voilà, c'est pas, en tout cas, à mon avis, c'est pas un algorithme ou une IA de décider de qui on a le droit de parler ou qui on ne devrait pas avoir le droit de parler. Et on a une multitude de ces exemples-là. Et donc, pour l'autre, c'était donne-moi une blague sur les hommes et donne-moi une blague sur les femmes. Et il nous a donné une petite blague sur les hommes. Il a refusé de donner une blague sur les femmes. Donc, donne-moi une blague sur les hommes. Voici une blague qui pourrait être drôle, et puis donne une petite blague. Donne-moi une blague sur les femmes. Je suis désolé, mais ça pourrait être offensif, inapproprié. Désolé, je ne peux pas vous aider. Donc, t'as qu'à faire une blague juste drôle et pas offensive, et c'est tout. Voilà. J'ai pris un exemple de biais dans un sens, mais vous vous doutez bien que les biais vont dans les deux. Et alors, je n'ai pas non plus trop voulu vous montrer des exemples extrêmes, mais il y en a qui sont assez flippants et assez agressifs. Donc, il faut aussi faire gaffe là-dessus, quoi. Le dernier risque dont je voulais vous parler, bien sûr, c'est Terminator. Je rigole. Je vais juste terminer sur une petite blague. Je ne pense pas qu'on ait trop de risques de terminer sur un Terminator. Mais tout ça pour vous dire que ChatGPT, c'est super. Ça peut vous aider à générer du code, ça peut vous aider à vous organiser, ça peut vous aider à générer des notes. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est à la science infuse. Il ne faut surtout pas penser que toutes les réponses sont forcément bonnes. Il faut toujours garder son esprit critique. Il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours remettre en question. Il faut toujours, faut toujours au moins avoir un doute. Ce qui fait de nous quand même des humains, c'est qu'on a une capacité d'avoir un esprit critique et
et de douter et de se poser des questions et de réfléchir. Et il ne faut jamais perdre ça juste parce qu'on a des outils qui sont extrêmement puissants. Pour moi, une recherche Google restera plus appropriée dans beaucoup de cas parce que face à une multitude de réponses, nous, on va être capable de lire, synthétiser, mais aussi discriminer en fonction de si l'information est sourcée ou non. Et je pense qu'il ne faut juste jamais perdre cet aspect qui finalement est très humain. Donc sur cette note philosophique, je termine ma partie. Et je tenais à remercier aussi Clément pour l'invitation. Je ne sais pas si on prend quelques minutes supplémentaires pour se faire des petites questions ou... Alors, je me unmute, comme ça c'est mieux si je parle. Est-ce qu'il y en a, il y a des questions? Bon, on a un peu dépassé le temps, mais vu qu'il y a encore un peu de monde, si jamais vous avez 5 minutes et qu'il y a encore 2-3 questions, on peut y aller. Que ce soit sur la partie code ou limite. C'est beau. C'est beau ce que tu Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de questions. Je crois qu'il y en avait un petit peu au fur et à mesure, mais tu y as répondu pendant que tu faisais ta présentation, Maxime. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait un bon tour. S'il n'y en a plus, il y a la Tamen qui a une question, mais je ne sais pas exactement. Est-ce que ça te parle, Maxime, la question qui vient d'arriver là? Y a-t-il des plugins JetBrains? Alors, je n'ai pas utilisé JetBrains depuis l'école. Il me semble que c'est un IDE, IDE Python. Je ne sais pas. Je suis désolé, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense que si peut-être une... Alors, soit tu demandes à ChatGPT, soit une petite recherche Google, mais pour le coup, je ne sais pas trop. Désolé. Je vois Bruno qui pose une petite question. S'utilise dans des applications en production. Alors, là j'imagine côté... ok. Alors, ma réponse à ça, c'est... Moi, je suis tout à fait pour utiliser ChatGPT pour des use cases automatisés où en fait, on n'a pas d'intervention humaine, à condition que ce ne soit pas critique à la bonne exécution ou au fait qu'un produit tourne bien. Donc, par exemple, dans Notion, on peut utiliser l'IA pour générer du texte. Si l'IA donne une mauvaise réponse, si l'IA se foire, ça ne va pas casser quoi que ce soit. Tu vois. Donc en fait, moi je dirais qu'à partir du moment où c'est pour donner des indications, pour apporter de l'information ou autre, très bien. Mais si c'est pour... Tu vois, le use case, par exemple, de transformer une requête écrite en SQL et d'exécuter sur la base de données, non. Big no-no, tu vois. Surtout pas. Parce qu'il va t'écrire des trucs qui ne vont pas être optimisés, il va t'écrire des trucs qui vont te retourner des pétabytes de données et ça peut te faire péter ta base de données, ça peut te faire péter la prod, ça peut te faire péter les serveurs. Alors, très attention avec la manière dont on utilise ChatGPT en production ou dans les applications. Et la question de Pierre qui était intéressante, Clément, tu sais, sur d'où sortent ses connaissances. Les connaissances, c'est de l'entraînement par rapport à des données. Pour moi, c'est des livres et des trucs très contrôlés, type il a lu tout Wikipédia. Mais moi, j'avais vu que tout Wikipédia, ça représente 0,04% de tout ce qu'il sait. Donc, il a lu beaucoup de choses, en fait. Il a lu beaucoup de trucs, mais c'est beaucoup plus des choses déjà écrites plutôt que du texte pur et dur écrit par... Enfin, ils n'ont pas été créés du contenu pour ChatGPT, en fait. C'est plutôt, on lui a fait lire des livres pour qu'ils connaissent des paroles de chansons, qu'ils connaissent la culture en termes généraux. Et beaucoup plus culture américaine, hein. On s'en rend compte à pas mal d'égards. Tu lui demandes de faire des recettes, il va te faire des pancakes. Enfin, il y a quand même cette culture américaine qui est prégnante qu'on peut constater. Surtout, c'est compréhensible si c'est surtout de la traduction que de la lecture française ou de la lecture de la culture locale. Quand on parlait tout à l'heure, je me disais que ça devait générer quand même pas mal de biais pour les pays. Tu vois, il y a quand même plein de spécifications culturelles du coup qu'il ne doit pas prendre en compte. Carrément. Mais après, peut-être que ça peut s'améliorer avec le temps si il prend en considération les réponses à les questions qu'on lui fait nous. C'est ce que j'espère.
ça laisse aussi la possibilité de potentiellement mal l'entraîner avec des réponses qui sont fausses ou des réponses qui sont biaisées. Donc, il y a toujours... Après, on arrive vraiment sur des thématiques philosophiques de morale. Hein. Est-ce qu'un ordinateur ou est-ce qu'un algorithme peut être moral ou amoral? Et puis, qui détermine ce qui est moral ou ne l'est pas? C'est clair. Qui détermine ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas? C'est des questions, pour moi, c'est des questions un peu philosophiques que font apparaître notamment toutes ces IA conversationnelles. Hein. Après, on sait qu'il y a eu un bad buzz quand même avec ChatGPT. Enfin, il y a des gens qui en parlent parce que justement, il a été entraîné et apparemment, il y a des gens qui étaient mal payés pour classer en fait les trucs violents, tout ça. Ça, c'est ce qu'il y a derrière beaucoup d'IA en fait. Hein. C'est qu'un IA a besoin d'humains pour classifier en fait, pour pouvoir dire ça c'est une fraise, ça c'est une banane, ça c'est violent, tout ça. Et c'est vrai que ChatGPT, il y a beaucoup qui le reprochent d'être bien pensant parce qu'il va beaucoup te mettre des triggers pour t'expliquer ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Alors effectivement, on t'a montré qu'il y a des dérives aussi. Dans l'autre sens aussi, par exemple, moi je lui avais dit peux-tu me faire un message qui indique je sais pas que je veux pas prendre de vacances. Il m'a dit attention, les vacances c'est important pour être en bonne santé, en tant que salarié. Enfin, donc il rentre aussi là-dedans. Donc je pense que c'est normal que quelque part il y a un boulot qui doit être fait quand même en amont pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Après il y a tellement de milliards de données que c'est hyper compliqué, je pense. Et je sais pas si tu avais vu l'histoire de Twitter avec Microsoft. Ils avaient quand même lancé une IA sur Twitter et elle était devenue nazie. Enfin, Après, j'aimerais quand même aussi. Tu vois, tu disais, pas du tout que je justifie le fait que des personnes ont été obligées de trier les contenus violents, agressifs, etc. Facebook le fait depuis des années, Snapchat le fait depuis des années. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Tout le monde est devenu fou parce que ils avaient des entreprises au Kenya où ils payaient des personnes une misère. Facebook fait ça aux États-Unis avec des salles remplies de personnes où ils font défiler des images à caractère absolument horrible. Ultra chaud. Exactement. Et les personnes sont obligées de classifier si ça doit rester ou non. Donc, il y aura toujours des dérives. C'est la face cachée des IA et même des réseaux sociaux, je pense. En fait, c'est la modération en termes généraux. C'est la face cachée du web, en général, on va dire. On ne se rend pas compte de... Non, mais je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. C'est clair. Je vous propose de conclure sur ces questions de limites. Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir terminer sur ça. Je vois qu'il y a encore plus d'une centaine de personnes qui sont encore live. C'est trop cool. Merci merci à tous d'avoir été aussi attentifs et aussi curieux. Il y a beaucoup de monde qui avait posé la question. Vous allez recevoir un replay si vous voulez revoir un petit peu tous ces prompts au calme, vous voulez tester vos trucs, essayer de... Voilà. Je pense que vous pouvez aussi contacter Maxime et Oran sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. J'imagine, je sais qu'ils sont assez actifs sur ces réseaux et même pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'ils écrivent parce qu'ils parlent beaucoup de tech de manière générale, hein, que ce soit ChatGPT ou d'autres sujets. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller suivre les contenus qu'ils font. Voilà, Oran, Maxime, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de ce sujet avec nous ce midi. C'était vraiment très intéressant. Vous avez eu beaucoup de monde, il y a eu plein de questions, il y a plein de retours. C'est vraiment cool de pouvoir organiser des petits événements comme ça. C'est cool de pouvoir apporter de la valeur. Et puis voilà, je vous souhaite un bel après-midi à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci. Bonne journée. Bye bye. Allez, ciao.